Bonsoir à tous, vous écoutez les Retours du Dimanche, une émission France Culture Le Monde, et ce soir, les transitions démocratiques à l'épreuve de l'islamisme. Bonsoir Nicolas Truong. Bonsoir Agnès Chauveau. Les révoltes arabes seraient-elles prises dans la tourmente ? Après l'enthousiasme lyrique suscité par la chute des dictateurs, voici venu le temps des désenchantements et des incertitudes. Une incertitude marquée de la Tunisie à l'Égypte en passant par la Libye, par le succès remporté par les mouvements et partis islamistes. Prédominance du parti islamiste Ennahda au sein de l'Assemblée constituante tunisienne. Prépondérance des frères musulmans pendant une campagne législative égyptienne ponctuée par les violences communautaires cette semaine encore à l'égard des Coptes et proclamation au Kadhafi défait de la charia par le nouveau président libyen, tandis que les frères musulmans libyens adoptaient un ton modéré jeudi pour leur première conférence publique en Libye, appelant à l'unité et à un effort national de reconstruction du pays. Alors que l'on avait prédit depuis 20 ans la fin de l'islam politique, le voici donc, contre toute attente, de nouveau sur le devant des scènes politiques. Mais de quel islam politique parle-t-on ? Et faut-il, à l'instar de nombreux commentateurs chagrins, s'en inquiéter ? Ceux qui, par une persistante vision culturaliste, toujours prompte à s'inquiéter que l'islam n'est pas soluble dans la démocratie, se sont d'ailleurs fait discrets sur la décision de la Ligue arabe de mettre le régime syrien au banc de la communauté arabe. Comment interpréter ce retour de l'islam politique ? Doit-on continuer à opposer les idéologies laïques et islamistes ? Quel rôle ces mouvements peuvent-ils jouer à l'heure des soulèvements arabes et des transitions démocratiques ? Et quelle place les sociétés civiles doivent-elles avoir dans ces transformations ? L'islam politique, c'est fini, avait-on dit. Les plus fins observateurs avaient même qualifié ces insurrections arabes de révolutions post-islamistes. Ce n'était pas faux d'ailleurs. L'islam n'était pas central dans les revendications des places de la liberté et des pages Facebook des insurgés. Alors comment, par une sorte de ruse de la raison historique, ces mouvements de protestation sont-ils devenus subitement islamiques ? D'autant qu'une partie de l'opinion s'interroge. Alors, tout ça pour ça, tant de sang, de sueur, de larmes, mais aussi d'allant et d'élan pour imposer dans des constitutions ou dans la société la charia ? L'Occident a-t-il été aveuglé par son orientalisme ? Son occidentalisme autocentré l'a-t-il fait oublier que la laïcité, la sécularisation ou le statut des femmes s'est souvent accompagné d'une féroce répression et qu'il y a une sorte de logique à la réislamisation ? Mais faut-il enterrer des acquis, des droits fondamentaux et universels qui dépassent et transcendent les situations particulières ? Le théologien Tariq Ramadan, qui est notre invité ce soir, avait pourtant prévenu. Ce n'est pas parce que ces mouvements ne sont pas islamistes qu'ils ne sont pas islamiques. Professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et auteur de l'Islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet, il plaide en optimiste prudent pour conjuguer identité et universalité, islam et démocratie. Quant à Jean-François Bayard, directeur de recherche au CNRS et auteur de l'Islam républicain, il montre que l'islam est bien soluble dans la République, notamment en Turquie, en Iran et au Sénégal. Alors, optimisme de la raison et de la volonté ou aveuglement sur la dangerosité d'articuler le théologique et le politique, c'est ce dont Tariq Ramadan et Jean-François Bayard vont à présent discuter. Mais il ne sera pas seulement question ce soir que des transitions démocratiques, que de réveil arabe et d'islam. Les Retours du Dimanche se penchent dans la vie des idées sur le célèbre philosophe allemand Jürgen Habermas et sur ses inquiétudes sur la crise de la légitimité démocratique qui saisit l'Union européenne. Enfin, notre tour du monde prospectif part en compagnie de Patrick Jarraud, chef du service politique au Monde, à la recherche du programme 2012 de l'UMP et se projette au sein de la première convention thématique de l'UMP sur le courage qui se tiendra mardi 22 novembre à Lambersart, dans le Nord. Nouvelle répression. Après la journée meurtrière d'hier qui a fait plus de 70 morts, le régime syrien continue à s'en prendre aux manifestants. Des violences ont éclaté dans le nord-ouest du pays, isolant encore un peu plus Bachar al-Assad. Autre voisin qui hausse le ton, la Turquie. Le Premier ministre menace de ne plus fournir la Syrie en électricité et évoque la démission de Bachar al-Assad de manière à peine voilée. Un futur ne peut se construire sur le sang d'un peuple opprimé. Bachar al-Assad, vous avez la décision entre vos mains.
En Tunisie, la commission électorale a confirmé la victoire du parti Ennahda lors des élections de l'Assemblée constituante. Le parti islamiste obtient 90 sièges sur 217 au total, soit 3 fois plus que son principal concurrent. Au siège d'Ennahda à Tunis, les sympathisants ont célébré la victoire de Rachid Ghannouchi. C'est un jour de victoire. C'est le jour où les Tunisiens ont parlé d'une seule voix pour atteindre les objectifs de leur révolution. Le djihad ou la guerre sainte est notre chemin. Ces jeunes militantes récitent inlassablement la devise des frères musulmans. Nous, les frères musulmans, disons du fond du cœur, Dieu est notre but. Les frères musulmans sortent de l'ombre, mais avancent prudemment. Bonsoir Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir Jean-François Bayard. Bonsoir. Tariq Ramadan, en Tunisie, le parti Ennahda domine très largement l'Assemblée constituante. En Égypte, la campagne pour les élections législatives du 28 novembre paraît dominée par le clivage entre les islamistes et les libéraux. En Libye, les frères musulmans se sont réunis cette semaine pour leur première convention. Comment expliquer partout cette présence, ce retour, ces succès populaires pour les mouvements islamistes, alors que ces mouvements, on le sait, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre, n'étaient pas à l'origine des soulèvements populaires du printemps arabe? Écoutez, d'abord, effectivement, ces mouvements, ce sont des mouvements du peuple contre l'oppression, la dictature et la corruption. Et les mouvements islamistes se sont joints, sur le tard d'ailleurs, dans beaucoup de pays, à ces mouvements-là. Mais je ne parlerai pas de retour. Notre idée qu'il y a un retour, c'est parce que notre vue les avait vus disparaître. Mais en fait, ils n'avaient disparu que dans notre vue. Ils étaient très présents dans les sociétés tunisiennes, égyptiennes, libyennes, syriennes. Ils sont présents. Ils étaient sous la dictature opprimés. Ils étaient parfois en prison. Et donc, il ne faut pas minimiser cette dimension de la crédibilité historique en tant qu'opposants. Ils avaient une légitimité historique d'opposants qui fait que ce retour va se faire. Pour des peuples qui, sans être islamistes dans leur majorité, sont restés musulmans dans leur essence et dans leur identité. Certains s'étaient sécularisés quand même. Tout à fait, mais il y a des mouvements de sécularisation, bien évidemment. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, encore une fois, vous avez cité tous ces pays et pourtant il faut les prendre un à un, parce que la situation tunisienne n'est pas la libyenne, n'est pas la situation syrienne ou autre. Il y a vraiment des situations qui sont différentes. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, vous venez de mettre en évidence, après les élections en Tunisie, qu'on a eu un mouvement qui semble aller étape après étape vers une véritable transformation démocratique. Attention, ça n'est pas le cas en Égypte, ça n'est pas le cas en Libye, ça n'est pas le cas dans les autres pays. Et aujourd'hui, ce qui est spécifique à tous les mouvements islamistes et dont il faudra qu'on parle, c'est la fracture générationnelle. Les jeunes ne sont pas représentatifs, ou les vieux ne sont plus représentatifs des mouvements de jeunes. Alors Jean-François Bayard, dans votre livre, paru donc aux éditions Albin Michel, l'islam républicain, vous évoquez évidemment ces différentes formes de république, république thermidorienne pour parler de l'Iran notamment, république confrérique du Sénégal, etc. Et vous parlez bien sûr de la république turque. Mais ne considérez-vous pas, comme le politologue Olivier Roy, que ces mouvements au départ étaient post-islamiste. Olivier Roy disait bien qu'il y avait, ces partis étaient très présents, n'avaient pas disparu, comme vient de le rappeler Tariq Ramadan, mais que ces révolutions, au départ, ne l'étaient pas. Alors comment expliquer que ces partis soient, par le biais des urnes, apparus au premier plan ? Je suis assez d'accord avec Tariq Ramadan, au moins pour les sociétés que je connais plus directement, la Turquie, mais plus spécialement, en l'occurrence, la Tunisie. Je crois que Ennahda, en Tunisie, a une légitimité historique. Il a été le principal parti d'opposition au régime de Ben Ali, ce qui n'a pas toujours été le cas des partis ou des candidats se réclamant de l'idée de laïcité, dont certains, pas tous naturellement, mais dont certains s'était compromis avec le régime de Ben Ali, où était l'expression ou la résurgence ou l'avatar du régime de Ben Ali. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que les trois premiers partis issus des urnes sont des partis d'incontestable opposition au régime de Ben Ali. Par ailleurs, il faut toujours se poser la question de la nature du vote qui se porte sur un parti islamique. On sait par exemple très bien que en Turquie, l'immense majorité des électeurs d'AKP ne votent pas pour des raisons religieuses ou
pour des raisons politico-religieuses. Oui. Les Turcs ont apporté leur soutien à l'AKP parce que celui-ci s'était concilié avec l'idée européenne, incarnait une solution économique, à tort ou à raison, les Turcs considéraient comme crédible, et paraissait tourner la page de la corruption. D'autant qu'on peut finalement dire que la réislamisation, on va dire sociale et culturelle, comme le port du voile, le nombre de mosquées, les multiplications des prêcheurs et des chaînes de télévision religieuses, s'est faite en un sens en dehors des militants islamistes. Et donc elle a ouvert d'une certaine façon la voie à cette issue politique. Pour en rester à la question du vote, on ne sait pas exactement dans l'état actuel des choses pourquoi les Tunisiens ont voté Ennahda. Dans votre question, il y a quand même beaucoup d'éléments. Et moi, personnellement, je ne retiens pas la catégorie d'islam politique. Donc je ne sais pas si les événements actuels sont post-islamistes ou pré-islamistes. Ou, la catégorie d'islam politique est un mot valise. Et personnellement, d'un point de vue politique, et j'insiste sur le point de vue politique, l'islam à mes yeux n'existe pas. Il y a des musulmans. Non, il y a des musulmans. Il y a des musulmans, j'en rencontre tous les jours, mais ces musulmans, politiquement, ne sont pas unanimes, c'est un euphémisme. Les grandes crises aujourd'hui du monde dit arabo-musulman sont des crises qui divisent les musulmans eux-mêmes. Si l'islam voulait dire quelque chose politiquement, l'Algérie eût été un havre de paix dans les années 1990, alors qu'elle s'est... Donc l'islam, politiquement, n'explique strictement rien. Et on peut faire dire à l'islam, tout comme au christianisme ou au judaïsme, d'un point de vue politique, tout est le contraire de tout. Mais politiquement, l'islam n'est pas une catégorie pertinente. Alors l'islam n'explique rien politiquement, et vous nous dites, enfin vous écrivez, Tariq Ramadan, qu'il faut peut-être un peu changer notre grille de lecture pour regarder ces événements, et qu'il faut tenter de sortir de la polarisation systématique du débat entre les islamistes, donc adeptes de théocratie, et les laïcs, suppôts de l'Occident. Mais c'est vrai que sortir de cette polarisation, on comprend bien pourquoi. Elle paraît un peu dépassée, erronée. Mais comment passer outre quand même cette polarisation? Parce qu'elle existe aussi dans ces sociétés, la polarisation. Et on l'avait bien vu en Tunisie, on l'a bien vu partout. Elle est quand même très présente. Oui, juste pour réagir à ce que vous disiez, je crois que c'est très important d'entendre ce discours. On peut ne pas être d'accord sur la terminologie, on sera en désaccord là-dessus, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'appeler l'islam politique, ou en tout cas l'idée que l'islam est une référence pour la structuration de l'État. Ça existe, factuellement on a des discours, mais là où vous avez parfaitement raison, c'est de relever la diversité. On finit par tout mettre dans islamisme, par tout mettre dans islam politique. Et ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai que beaucoup d'électeurs qui choisissent un parti qui a une référence islamique ne le choisissent pas pour la référence islamique, mais pour concrètement quelles vont être les thèses politiques fondamentales, et puis la lutte contre la corruption, ce qui a été le cas de l'AKP. Dans votre question, ce qui est important, c'est que j'essaye de sortir de la polarisation, et ce que je dis dans l'ouvrage et que vous rappelez à l'instant est très important, c'est que ça n'est pas simplement une vision occidentalisée. C'est pas l'Occident qui projette sur le débat turc ou français, parce que je l'ai entendu. C'est dans ces sociétés qu'elle est présente. Exactement. Et pour moi, c'est l'une des crises majeures des sociétés arabes et majoritairement musulmanes, parce que finalement, on a un débat où les islamistes trouvent leur légitimité dans le discours politique par le fait qu'ils s'approprient la référence religieuse et qu'ils disqualifient le laïc en disant vous êtes occidentalisé, et ça marche. D'un autre côté, on a des laïcs qui vont s'approprier la modernité, la pensée occidentale, et qui ne légitiment leur présence que par l'opposition à ce qui a été la théocratie, comme vous l'avez dit, parfois en jouant le jeu des dictatures, ou parfois en étant dans l'opposition. On ne peut pas mettre tous les laïcs dans le même sac, mais il y a une chose qui est l'élément de la crise, c'est que finalement, aucun des deux pôles de la polarisation ne fait un travail d'autocritique sur les vraies politiques. Et si je dois aller plus loin, comment sortir de cette polarisation? C'est renouer avec les vraies questions politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est très important dans les sociétés majoritairement musulmanes, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, ça n'est pas uniquement l'intitulé de l'État. Moi, ce débat sur État islamique ou État civil, je pense qu'il faut le dépasser. Je suis pour un État civil. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est l'intuition d'Erdogan. C'est-à-dire, moi, il faut pas me parler de tout ça. Maintenant, ce dont je veux parler, c'est la politique sociale, la politique éducative, la politique économique. Et je crois que c'est ça les vraies questions qui doivent être. Et la politique culturelle, alors on va y revenir, mais puisque nous sommes encore sur
la résurgence de ces mouvements. Vous écriviez, en tout cas vous répondiez à une interview, et vous disiez que dans le monde majoritairement musulman, les notions de sécularisation et de laïcité ne sont pas liées à un processus de libération et de démocratisation. Ben Ali, Bachar el-Assad, Saddam Hussein, Moubarak et même Atatürk vont imposer des modèles de laïcité qui sont des dictatures où l'État se sépare du religieux pour mieux le contrôler et le soumettre. Au fond, la résurgence de ces mouvements s'explique par le fait que les partis qui étaient au pouvoir et qui pratiquaient d'une certaine manière la séparation, on va dire, entre le théologique et le politique, étaient largement issus pour vous de la colonisation? Pas forcément issus de la colonisation. Bien entendu, il y a un lien avec la colonisation, mais vous avez rappelé dans la citation que vous venez de relire l'idée de la dictature. Souvent, la laïcité dans le monde arabe, c'est la laïcité moins la démocratie. C'est-à-dire, c'est la séparation des pouvoirs pour l'autorité de l'État, mais sans le processus de démocratisation. Et quand vous parlez de résurgence, encore une fois, ils n'ont jamais disparu. Cette idée qu'il faut s'en tenir à ces références n'a jamais disparu. Après 60 ans d'enfermement du discours idéologique en Turquie, vous avez un retour et qui dit, mais attendez, nous sommes ceci aussi. Et donc moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette question-là, c'est de dire qu'aujourd'hui, les vraies questions ne sont pas des questions simplement de référence, mais des questions qui doivent être de politique sociale, de politique économique, beaucoup plus que de cette espèce de regard que l'on porte un peu faussé sur les sociétés arabes où des courants s'opposeraient sans réelle politique alternative à proposer. Un temps, les islamistes ont eux aussi marché au pas de l'armée, une alliance stratégique de part et d'autre de ces deux gros pouvoirs, mais une alliance fluctuante, car l'armée, avec ses principes supraconstitutionnels, entend aussi nommer un quota de rédacteurs pour la future constitution, ce qui empêcherait les islamistes d'y imposer leur marque. Le ton a donc changé. Amrou Darag, candidat des Frères musulmans. Le Conseil suprême des forces armées avait promis de rendre le pouvoir dans les 6 mois. Là, ça fait 9 mois. Et ils ont déjà dit qu'ils ne le feront pas avant mi-2013. Et Dieu seul sait s'ils le feront. Nous refusons absolument cela. Nous insistons pour qu'il y ait un transfert total des pouvoirs et des élections présidentielles juste après les législatives. C'est un reportage de Claude Guibal, envoyé spécial de Radio France en Égypte, pour couvrir donc cette campagne électorale qui se déroule jusqu'au 28 novembre. Alors que dire, Tariq Ramadan et Jean-François Bayard, des partis islamiques et de leur rôle dans les transitions démocratiques? On sait que ces partis sont divers, qu'ils sont loin d'être monolithiques. Et vous, Tariq Ramadan, vous avez quand même des propos un petit peu durs à l'égard de ces mouvements, de ces partis, puisque vous dites qu'ils se vivent comme des forces d'opposition, de contestation, mais qu'ils peinent à proposer des modèles alternatifs, qu'ils n'ont pas de vision d'avenir, je vous cite, sur le mouvement de démocratisation et sur les alliances internationales. Oui, si on en vient simplement au fond, à la substance politique, je suis très très critique. Je pense, ce que je disais tout à l'heure, que souvent c'est par la légitimité religieuse qu'ils essayent de s'accaparer le propos. Rappelons-nous, ils n'étaient pas là au moment du mouvement de base. Regardons ce qui est la proposition aujourd'hui. Et donc, bien sûr, il y a des évolutions, mais je reste tout à fait critique à l'endroit des alternatives économiques et des politiques sociales et des politiques réelles de justice sociale. Sans minimiser le fait que dans des situations comme la Turquie, on a vu le pragmatisme d'un État, du gouvernement d'Erdogan, du ministre des Affaires étrangères, qui sont très très pragmatiques et qui font évoluer les choses. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un discours politique extrêmement pauvre et réducteur à la polarisation. Et il y a une chose qui a été dite dans votre reportage qui pour moi me fait dire que si on peut être content de ce qui se passe en Tunisie, dans tous les autres pays, je suis extrêmement circonspect. L'Égypte aujourd'hui est un pays qui a vécu sans doute un coup d'État militaire, mais pas une révolution populaire, et que
même les frères musulmans, certains, pas tous, parce que les jeunes sont très très rebellés par rapport à ce qui est en train de se passer. Par rapport à l'ancienne génération. Exactement, mais aussi par rapport à l'armée, eh bien, sont plutôt dans l'opposition, mais on voit des forces chez les frères qui se disent qu'il n'y a pas d'autre moyen que de composer avec l'armée, et ça, il faut le critiquer. Alors Jean-François Bayard, êtes-vous d'accord avec Tariq Ramadan? Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'islam, mais des musulmans. Pourtant, vous parlez de cet islam républicain qui naît à Ankara, à Téhéran, à Dakar. Est-ce que vous pensez que dans les pays que nous venons d'évoquer, Égypte, Tunisie notamment, la transition démocratique peut être portée par ces partis qui se réclament d'un certain islamisme? D'abord, ce qui compte, c'est de bien comprendre l'historicité des sociétés. Et en effet, le printemps arabe, il faut le conjuguer au pluriel. En Tunisie, il y a eu un mouvement social. Ce mouvement social a provoqué une révolution de palais, parce que le 14 janvier, c'est une révolution de palais. Le départ de Ben Ali, c'est le congédiement du fondé de pouvoir. Mais la transition était loin d'être acquise le soir du 14 janvier. Et c'est bel et bien la pression de la jeunesse, la pression du mouvement social, la pression d'un certain nombre de forces politiques qui ont accentué le changement et qui finalement ont déclenché la convocation d'une assemblée constituante. Et l'avenir, bien entendu, reste très largement ouvert et incertain. Ça, c'est la contingence de l'histoire. En Égypte, pour prendre un deuxième cas emblématique, nous sommes dans un processus de révolution de palais. Le départ de Moubarak, c'est le congédiement du fondé de pouvoir, mais l'armée a gardé l'essentiel du pouvoir. Et il faut se rappeler, en Égypte, comme d'ailleurs en Turquie, que entre l'armée et l'islam, disons politique pour aller vite, ça n'est pas un jeu à somme nulle. N'oublions pas que en 1969, c'est l'armée turque qui met le pied à l'étrier de M. Erbakan, le grand leader historique de l'islam parlementaire en Turquie. N'oublions pas que dans les années 1980, c'est l'armée qui a pris le pouvoir dans un coup d'État sanglant qui introduit l'enseignement de l'islam dans le secondaire. Et l'armée a joué exactement le même jeu contre la gauche en Égypte dans les années 1970-1980. Donc je crois que les choses sont plus compliquées. Par ailleurs, il faut introduire des paramètres qui sont des paramètres d'ordre strictement politique. La particularité de l'AKP et jadis de la mouvance erbakaniste, les premiers partis islamiques en Turquie, la particularité de ces partis islamiques, c'est qu'ils s'inscrivent dans un contexte parlementaire. Le régime turc, depuis les années 1920, est un régime parlementaire, au début dans un cadre de parti unique, mais ensuite dans un cadre multipartisan. Et d'ailleurs, les Turcs, la constitution turque, parle de la grande assemblée nationale. C'est un régime parlementaire. Aujourd'hui, Erdogan, d'ailleurs, veut le faire évoluer en régime présidentiel. Mais ça, c'est un autre problème. Et de facto, les musulmans se réclamant de l'islam en Turquie, qui se sont inscrits dans le jeu politique progressivement à partir des années 50 et de manière explicite à partir de 1969, ont adopté cette forme du parti politique. Ce que l'on ne voit absolument pas, par exemple, en Iran. La caractéristique du système politique iranien, c'est le factionnalisme. Et vous n'avez pas de parti politique digne de ce nom. Et par exemple, le mouvement vert est un mouvement populaire, un mouvement de mobilisation sociale d'une part, et d'autre part, une faction politique. Alors est-ce que le rapport au texte et au contexte est aussi important que le dit Tariq Ramadan? Puisqu'au fond, Tariq Ramadan dit il y a une tentation, une possibilité d'une dérive littéraliste de ces partis islamistes, et puis de l'autre, il y a nécessité de mettre l'islam, ce que l'on entend par exemple par charia, qui veut dire beaucoup de choses, notamment la voix, ce que l'on entend, et il faut plutôt se tourner du côté des partisans, des savants du contexte. Est-ce que ces questions théologiques et politiques sont très présentes, notamment en Turquie, mais dans les pays que vous avez observés, et aujourd'hui en Tunisie et en Égypte? Question que je vous pose à vous et à Tariq Ramadan. Naturellement, vous pouvez avoir dans l'islam comme dans le christianisme des fondamentalistes, c'est-à-dire des personnes qui estiment trouver dans la lettre un certain nombre de réponses politiques, sociales, voire religieuses à leurs problèmes, à leurs questions. Et puis vous pouvez avoir des interprétations complètement différentes de l'islam, même un concept aussi connoté
réalité dans le contexte du débat français que celui de djihad peut avoir est polysémique. Et vous pouvez avoir du djihad, une vision complètement différente entre l'interprétation qu'en fait Monsieur Ben Laden et l'interprétation qu'en fait Monsieur Ranouchi ou l'interprétation que peut en faire un croyant qui voit dans le djihad le combat contre lui-même pour devenir un meilleur musulman. Il y a naturellement une pluralité de sens. Un autre problème qui se pose est celui du fameux agenda caché. Ça fait une dizaine d'années que l'on guette l'agenda caché de Monsieur Erdogan qui va islamiser la société turque dès que Sainte Laïcité a tourné le dos. Le problème ne se pose pas comme ça. Et le cas de la Tunisie est assez intéressant. Admettons que Monsieur Ranouchi rêve d'islamiser la société tunisienne et d'interdire par exemple la consommation d'alcool. Le principe de réalité s'imposera très rapidement. Et en même temps, Jean-François Bayard, on est quand même un peu troublé parce que on peut effectivement penser que tous ces mouvements, tous ces partis aspirent désormais dans une grande majorité, comme l'écrit d'ailleurs Tariq Ramadan, à instaurer un État civil. Et on voit bien des déclarations qui sont parfois contradictoires. Dimanche dernier, le futur Premier ministre tunisien Hamadi Djebali, secrétaire général d'Ennahda, a prononcé un discours qui a provoqué quelques remous en Tunisie. La presse était vent debout, parce qu'il appelait à un retour au califat, en déclarant « Nous sommes dans un moment historique, divin, dans le cycle d'une civilisation nouvelle sous l'égide du 6e califat, bien guidé si Dieu le veut ». Donc c'est quand même un peu troublant ce type de déclaration. Bien sûr, mais d'abord ce discours, j'aimerais bien qu'on l'entende et qu'on l'interprète en arabe, parce qu'il n'est pas sûr que le terme et que la consonance de ce discours ait la même portée en arabe qu'en français. Ça, il est sur YouTube. Et ça, c'est un collègue tunisien qui n'est absolument pas islamiste. On va pas avoir le temps de le passer en direct, malheureusement. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est que califat ou pas califat, l'économie tunisienne a besoin des touristes occidentaux pour vivre. Et que califat ou pas califat, le gouvernement, même dominé par Ennahda, devra en tenir compte. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et ce qui compte, ce sont les politiques concrètes et les pratiques concrètes. Et j'en donnerai un dernier exemple d'ordre catholique. On se souvient du culte que la jeunesse catholique portait à Jean-Paul II. Jean-Paul II proscrivait la contraception. La jeunesse catholique pratique la contraception. Ce qui compte, ce sont les pratiques. Bien sûr. Tariq Ramadan. Sinon, le nombre de catholiques serait beaucoup plus nombreux. Vous avez non France. seulement enquêté sur la Turquie, mais également sur les pratiques sexuelles des jeunes catholiques. Écoutez, ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre. Tariq Ramadan. Écoutez, d'abord, je suis content d'entendre ce message, enfin, ce que vous dites, parce que je pense qu'en Occident, en France en particulier, ce serait important d'entendre cette voix. Qu'on soit d'accord ou pas, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est la complexification. Les choses sont beaucoup plus complexes que ce rapport entre il y a un agenda caché, il y a un discours et autre chose, parce que les gens doivent travailler avec le contexte. Il faut savoir une chose, je le dis dans l'ouvrage, il y a un certain nombre de crises que traverse le monde majoritairement musulman aujourd'hui. L'une d'elles, c'est exactement celle-ci, celle que vous avez rappelée, c'est le conflit des interprétations. Il faut quand même savoir que dans les pétromonarchies, parce qu'on est intervenu même au Bahreïn en disant c'est entre les sunnites et les chiites, mais on a finalement verrouillé n'importe quel mouvement. On a d'ailleurs vu le moufti d'Arabie Saoudite dire il est anti-islamique d'aller protester dans la rue. C'est-à-dire, il a donné une fatwa sur la protestation politique et en disant en même temps que la démocratie n'est pas islamique. Donc vous avez une lecture littérale qui va s'opposer à tous ces mouvements de réforme-là. Donc on a aujourd'hui un vrai débat interne à la conception musulmane. C'est, est-ce qu'il est possible d'avoir une fidélité au texte, mais avec une interprétation contextuelle, ce que vous disiez, aujourd'hui, c'est majoritaire. Toute la question, c'est d'aller vers les partisans du contexte. Les partisans de la réforme et du contexte sont majoritaires aujourd'hui. Oui, bien sûr, ils sont majoritaires. Ils n'ont pas forcément le pouvoir. Et ceux-là. Donnez-nous un exemple pour le fameux mot charia qui suscite énormément de polémiques, d'inquiétudes, notamment en Occident. Quelle est la nature de ce débat? Quelle est la nature de la contextualisation de ce mot lorsqu'on veut l'inscrire, par exemple, dans la Constitution? Alors c'est exactement ça. C'est central ici. Vous avez un mot comme charia qui est compris par les littéralistes comme imposer le droit et s'opposer à la démocratie qui ne serait pas islamique, c'est l'Arabie Saoudite et les pétromonarchies. Et vous en avez d'autres qui disent non, c'est une voie avec des objectifs. C'est d'abord la justice sociale, c'est d'abord l'éducation pour tous, c'est d'abord une conception du rapport à la société qui est différente, fondée sur des objectifs et non pas sur l'application littérale des lois. Et cela, ça ne peut se juger que sur le caractère concret de l'engagement. Vous aurez remarqué qu'Erdogan ne fait pas référence en turc à la notion de charia. Mais quand il parle de sa référence, il dit mais j'ai aucun problème avec la démocratie et
ma référence musulmane, ça ne s'oppose pas. Il faut entendre ça. Il faut qu'aujourd'hui on entende que dans le monde majoritairement musulman, il y a deux choses qui sont importantes. Le principe d'interprétation et le principe de réalité. Les deux jouent ensemble. D'interprétation parce qu'il y en a une diversité et de réalité parce qu'il y a des choses qui s'imposent aux réalités politiques. Il est 17h30 passé de quelques secondes. Vous écoutez les retours du dimanche et ce soir les transitions démocratiques à l'épreuve de l'islamisme avec Tariq Ramadan et Jean-François Bayard. En débat, que signifie la progression des partis islamiques? Comment sortir de la polarisation du débat qui oppose les laïcs aux islamistes? Quel rôle peuvent jouer ces partis dans les transitions démocratiques? Et à présent, quels sont les différents modèles en cours? L'AKP, le parti au pouvoir, est le symbole même du modèle turc. Issu d'un mouvement islamiste, il a su intégrer le système politique laïque en vigueur en Turquie. Et aujourd'hui, beaucoup comparent l'AKP au parti chrétien-démocrates européen. Pour le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, l'expérience turque prouve au monde entier que islam et démocratie peuvent aller de pair. Jean-François Bayard, que dire donc dans ce contexte du modèle turc? Est-ce que c'est la voie à suivre pour les futures démocraties arabes? Parce que, comme vous l'écrivez, ce modèle montre que l'islam républicain est possible. Mais, vous l'écrivez aussi dans votre blog, la vague d'arrestations qui frappe depuis le début de l'année les milieux universitaires, journalistiques et associatifs en Turquie confirme que la démocratisation de la société politique turque, que d'ailleurs l'AKP a fait progresser, n'est pas pour autant totalement acquise. La grande frayeur des observateurs occidentaux et de beaucoup de Turcs également, c'était que l'AKP et que l'islam mange la République. Et en réalité, on voit bien que c'est le contraire, que c'est la République qui a mangé l'islam, si je puis dire, et en tout cas le parti islamique, l'AKP, puisque celui-ci, sous la houlette de son chef charismatique Erdogan, reprend certains des travers de l'autoritarisme kémaliste. Bon. Et c'est bel et bien ce qui est inquiétant dans la dérive de l'AKP ou d'un certain nombre de réseaux qui ont infiltré le gouvernement de l'AKP. Hein. On parle beaucoup de la néo-confrérie des Fethullah Gülen, qui aurait infiltré la police et à qui on impute certaines de ces arrestations. Donc, ce qui est inquiétant, c'est de voir la résurgence d'un certain nombre de pratiques coercitives dont effectivement des intellectuels, des chercheurs, des journalistes, y compris des personnalités qui ont apporté depuis 2002 un soutien critique à l'AKP en considérant que seul celui-ci était en mesure de faire retourner l'armée dans ses casernes, sont aujourd'hui inquiétés. Donc, à vrai dire, le sujet d'inquiétude aujourd'hui, c'est la résurgence d'une espèce d'habitus autoritaire qui remonte en Turquie à très loin, puisque vous voulez que je parle du modèle, mais l'autoritarisme en Turquie remonte au despotisme, à l'absolutisme d'Abdülhamid II, à la dictature du comité Union et Progrès pendant la Première Guerre mondiale, au régime de parti unique de Mustafa Kemal qui empruntait simultanément au fascisme italien et au modèle soviétique. Et puis, ce que l'Occident oublie un petit peu trop facilement, le soutien massif que l'OTAN a apporté à l'autoritarisme et à l'armée turque, y compris en matière de torture contre l'extrême gauche. Et l'AKP, puisque nous raisonnons en termes d'historicité, est tributaire de ce legs autant que de l'islam. Alors Tariq Ramadan, est-ce que le modèle turc est le modèle par excellence dont doivent s'inspirer toutes les révolutions et insurrections arabes? Et puis, est-ce que vous comprenez cette inquiétude, notamment portée par Vincent Duclerc, qui est professeur à l'EHESS, ou Amit Bozarslan, qui explique que cette fameuse démocratie musulmane, comme on a parlé en Europe de démocratie chrétienne, n'a pas du tout les vertus qu'on peut bien lui prêter. En témoigne le sort des minorités ethniques et la situation de la liberté d'expression, notamment un jeune intellectuel qui a voulu donner une conférence sur Aristote récemment et qui a été inquiété par le régime.
Oui, je comprends l'inquiétude et je partage un certain nombre de choses qui sont dites ici parce qu'il faut les rappeler. Vous savez, au début des processus en Tunisie et en Égypte, j'avais dit les mouvements islamistes sont éclatés et beaucoup de jeunes sont beaucoup plus attirés par le modèle turc que par le modèle iranien. Et quand je suis allé en Turquie tout de suite après, on m'avait accueilli en ami qui proposait le modèle turc comme l'exemple. Et j'ai dit, attendez, que des jeunes soient attirés par votre façon de vous référer à l'islam, c'est une chose, mais qu'il faille faire la critique de votre processus démocratique, c'en est une autre. Et il faut la faire. Ce que vous avez mis en évidence par rapport à l'armée, ce que vous avez mis en évidence par rapport à cette tentation d'aller vers un régime présidentiel, de verrouiller le jeu politique existe. Et puis, par rapport aux Kurdes, par rapport à la liberté d'expression aujourd'hui, on a un déficit démocratique. Tout n'est pas idéal en Turquie aujourd'hui. Deuxième des choses, que nous n'avons pas beaucoup dans nos discussions. Et malheureusement, ça c'est une donnée qu'il va falloir véritablement réintégrer. C'est que nos discussions aujourd'hui, elle est très politique, c'est-à-dire sur la structure politique, laïque d'un côté, islamiste de l'autre. Mais il y a d'autres enjeux. L'une des plus grandes différences entre Erdogan que vous citiez, Erbakan que vous citiez et Erdogan, c'est une disposition économique. C'est une certaine façon de concevoir l'économie. Au milieu des années 90, il met en évidence et il essaye de constituer le D8, c'est-à-dire une alliance des sociétés majoritairement musulmanes contre la superpuissance du G8. Son intuition, elle est que la stabilité politique c'est une chose, mais que l'enjeu économique en est une autre. Et qu'aujourd'hui en Occident, trop souvent, oui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de démocratie politique sans démocratie économique et sociale. Alors attendez, non mais c'est vraiment le choix économique, parce que très souvent on a accepté l'islamisme quand l'islamisme acceptait les règles du marché. On n'a aucun problème avec l'islamisme saoudien, parce que l'islamisme saoudien, il est complètement dans l'économie dominante. L'AKP est rentré dans ce domaine, dans ces dispositions-là. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire avec force, c'est que tous les mouvements dont nous parlons de l'islam politique sont majoritairement en accord avec l'économie libérale aujourd'hui. Que l'idée de théologie de la libération des années 70 a disparu. En Amérique latine. Oui, en Amérique latine, mais aussi dans le monde musulman. Il faut savoir que l'islamisme a commencé comme ça, c'est-à-dire une autre façon de penser l'économie. Et qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour certains, les États-Unis au premier chef, mais également pour la Chine aujourd'hui, c'est de mesurer au-delà de la disposition politique des islamistes leur acceptation des règles de l'économie dominante. Il ne faut pas oublier ce facteur et cette dimension dans notre débat aujourd'hui. Pour conclure ce débat, Tariq Ramadan, j'ai une dernière question. Vous appelez les peuples musulmans, en fait, dans votre livre, à une sorte de révolution culturelle. Mais que dites-vous à cette jeunesse hyper connectée qui a situé son action en dehors des partis politiques, qui est musulmane mais qui est aussi mondialisée d'une certaine façon dans sa culture et qui n'hésite pas parfois à recourir à la provocation, à l'image de cette jeune blogueuse égyptienne qui est Ali Al-Mahdi, qui a posé nue sur son blog afin de dénoncer une société violente, raciste, sexiste, gangrénée par le harcèlement sexuel et par l'hypocrisie. Donc qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse parfois un peu provocatrice? Écoutez, j'entends plus son propos que la provocation. La provocation, elle en a fait le choix, mais j'entends son propos. Et ce qu'elle est en train de dire, comme une jeune égyptienne, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le débat actuel. Et moi, j'ai aucun problème avec la jeunesse des sociétés majoritairement musulmanes qui peuvent utiliser les réseaux sociaux, qui peuvent être connectés. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que cette jeunesse redeviennent et permettent à ces jeunes de revenir les sujets de leur histoire. Et les sujets de leur histoire, ça n'est pas de suivre aveuglément l'Occident ou de s'opposer aveuglément à l'Occident. C'est de trouver une autre voie. Parce que nous vivons, vous et moi, en Europe. Et à l'heure où je vous parle, nous savons combien les régimes démocratiques européens vivent des crises à cause des impositions économiques. Et donc on ne va pas le présenter comme un modèle. Faut pas se mentir, faut pas leur mentir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces jeunes-là fassent autre chose, ouvrent d'autres chantiers. Et donc de l'énergie qui a été celle de la résistance aux dictatures, vienne une autre énergie un tout petit peu plus créative pour que les modèles politiques et les modèles sociaux soient en accord avec leurs principes, mais qu'ils permettent un renouveau dans le monde arabe qui est très en crise aujourd'hui. Jean-François Bayard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'une troisième voie, puisque on a beaucoup comparé les révolutions arabes aux révolutions qui ont suivi, qui ont mis à bas le régime soviétique, et
on a rêvé d'une troisième voie. Est-ce que vous pensez que cette troisième voie est possible? Ni occidentalisme, ni particularisme. Je ne suis pas certain que ce soit le fond du problème. Je voudrais juste rappeler la complexité universelle du phénomène de la révolution. Et quand on dit jeunesse, encore faut-il préciser de quelle jeunesse nous parlons. Et par exemple, en Tunisie, il y a quand même toute la jeunesse de l'arrière-pays. C'est elle qui a fait le mouvement social. Et Facebook, sans doute, mais il y a aussi tout ce militantisme de syndicalistes, de jeunes chômeurs, d'avocats qui ont véritablement constitué le mouvement politique en Tunisie. Ne prêtons pas trop à Facebook. Cette semaine, dans la vie des idées qui agite les colonnes des pages débat du Monde, Nicolas, vous nous parlez du philosophe Jürgen Habermas qui intervient de manière tonitruante dans le débat européen au moment même où les marchés financiers ont réussi à chasser du pouvoir Silvio Berlusconi, qui est parti la semaine dernière sous les colibets là que vous entendez en fond sonore, sous les colibets des Italiens. Oui, Agnès, je voulais vous parler de Jürgen Habermas, en effet. Alors, c'est un philosophe allemand célèbre et célébré, mais dont on connaît peu le parcours. Né en 1929, il est l'auteur d'une œuvre majeure dont on perçoit parfois mal les contours. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien, parce que dans une tribune parue le 26 octobre, Jürgen Habermas avait alerté l'opinion sur les risques que prenait l'Union européenne à s'engager dans une voie post-démocratique pour régler la question des dettes des pays de la zone euro. Et dans un entretien paru cette semaine, vendredi pour être plus précis, il enfonce le clou. À la question, après l'annonce du retrait du référendum grec, craignez-vous encore plus que l'Europe n'entre dans une ère post-démocratique? Habermas répond: j'ai trouvé intéressant l'instant d'effroi produit au sein de l'élite politique par l'annonce du référendum grec. Car la crainte qui a été réveillée de manière brutale par la décision soudaine de Papandréou fut celle de voir un peuple entrer en résistance. C'est en effet une cure doublement problématique qu'on impose au peuple grec. Elle l'est du point de vue économique. Le programme d'épargne sans l'impulsion publique d'un programme d'investissement étrangle tout simplement l'économie grecque. Et elle l'est aussi d'un point de vue politique. En effet, le droit de contrôle de la Troïka, c'est-à-dire la Commission, la BCE et le FMI, la Banque Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International, entraîne depuis un certain temps déjà une perte de souveraineté qui change la donne constitutionnelle et sur laquelle le peuple grec n'a pas été consulté. Alors certes, la Grèce est un cas particulier, précise Habermas, mais ce processus pourrait être porteur des prémices d'un passage d'une Europe de gouvernement à une Europe de la gouvernance. Or, déclare Habermas, le joli mot de gouvernance n'est qu'un euphémisme pour désigner une forme dure de domination politique. Alors reste à dire, Nicolas, que Habermas penche du côté du souverainisme? Alors non, pas du tout. C'est même tout le contraire. Il refuse d'ailleurs ce qu'il appelle les fausses conclusions de certains de ses amis français qui professent un nationalisme républicain de gauche. Pour lui, une seule chose doit compter pour des États nationaux tels que les nôtres en Europe. Une seule chose, c'est que la démocratie dans un seul pays, ou la démocratie même d'un seul pays, n'est plus à même de se défendre contre les injonctions d'un capitalisme forcené qui franchissent, elles, les frontières nationales. Et tout le parcours d'Habermas est un plaidoyer pour dépasser l'État-nation. Comme tous les penseurs de sa génération, il a été marqué à jamais lorsqu'il a vu au cinéma, à l'âge de 16 ans, les images de ces squelettes ambulants qui se sont présentés aux Alliés lors de la libération du camp de Bergen-Belsen. Comment, dans un pays hautement civilisé, ses contemporains ont-ils pu collaborer, adhérer ou même insister à cette barbarie en silence? On rumine cela sa vie durant, dit-il souvent. Et ce choc sera véritablement déterminant. L'héroïsme suffisant et la mentalité de lieutenant conservateur dont pouvaient se prévaloir des auteurs comme Ernst Jünger, très peu pour lui. Sans parler de l'ivresse des profondeurs des Nietzschéens ou la vénération élitiste pour la langue allemande associée au grec ancien des heideggeriens. Depuis ce temps-là, peut-être, Habermas est à la recherche d'un cosmopolitisme kantien assumé, d'un espace politique et public européen, d'une Europe dotée d'une constitution qui garantirait l'intégrité des États-nations, oui, mais dans une fédération. Mais les dirigeants européens ont-ils, selon lui,
peur de la démocratie, Nicolas? Écoutez, il dit plutôt qu'ils ont peur de ne pas obtenir de majorité ou de perdre leur pouvoir. Or, ce que nous avons plutôt à craindre, dit-il, c'est que nos hommes et nos femmes politiques soient incapables de reconnaître le caractère exceptionnel de la situation et incapables de saisir la chance qui réside dans la crise. Pour une fois, dit-il, une ruse de la raison économique fait que, comme jamais auparavant dans nos sphères publiques respectives, les craintes sur l'avenir de l'Europe sont devenues le thème numéro 1 de discussion. Alors peut-être que l'heure de la naissance d'une sphère politique européenne a donc enfin sonné. Donc les responsables politiques devraient se montrer capables d'une réorganisation, d'une réinvention de l'Europe et d'avoir le courage de nager au besoin à contre-courant ou plutôt d'arrêter de courir derrière les sondages en quête d'une majorité. Donc, en un mot, contre le populisme et la technocratie, lisons Jürgen Habermas. Merci Nicolas. Tariq Ramadan, je suis sûr que vous avez lu Jürgen Habermas. Est-ce que vous parliez de crise des sociétés européennes à l'instant? Est-ce que vous pensez, comme lui, qu'on est passé dans une phase en Europe post-démocratique? Je suis très 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 sensible à son argumentaire et je pense qu'il dit une chose qui n'est pas simplement vraie pour l'Europe, elle l'est aussi pour le Moyen-Orient. D'ailleurs, dans l'ouvrage, je dis qu'il n'y aura de solution que quand on dépassera les nationalismes. Il n'y a plus de réponse démocratique nationale. Et qu'aujourd'hui, vous savez, on a eu ce débat entre l'État et la religion et on ne veut pas que la religion s'impose à l'État. Il ne faudrait pas, avec notre vision réductrice en Europe, qu'en voulant uniquement défendre l'État national, on se voit aujourd'hui imposer un diktat de la sphère économique. La ruse de la raison économique, c'est exactement ça. C'est des États qui n'ont finalement plus beaucoup de pouvoir et qui voient la raison économique s'imposer à eux et faire tomber des têtes sans que l'État puisse dire quoi que ce soit et sans que le peuple soit consulté. Je veux dire, c'était une ruse, à mon sens, politique, ce que Papandréou a essayé de faire avec le référendum pour obliger son opposition à entrer avec lui. Mais finalement, la réaction est très révélatrice. Ne consultez plus les peuples au niveau national. Et je pense qu'il a une intuition qui est tout à fait vraie. Il faut absolument que nous entrions dans une dynamique internationale, supranationale, pour que la raison économique ne s'impose pas comme une nouvelle sphère non démocratique à nos démocraties, parce que nous sommes en train d'y perdre nos droits citoyens. Jean-François Bayard. Trois réflexions. J'adhère complètement, en premier lieu, à la critique du concept, de la notion, d'ailleurs c'est pas un concept, de la notion de gouvernance par Habermas. Ça n'est pas un concept parce que la gouvernance, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, c'est Foucault sans le pouvoir. Il reste plus grand-chose quand même. Deuxièmement, ce à quoi nous assistons en Europe aujourd'hui me fait furieusement penser à ce qui s'est produit dans les années 1990 ou 1980 en Afrique subsaharienne, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que l'on prétend en fait avoir une démocratie sans politique, une démocratie sans débat politique et même pourquoi pas sans consultation politique. Et ça, c'est effectivement extrêmement grave. Et puis troisièmement, l'aporie, me semble-t-il, de d'Habermas, c'est que il oublie que, contrairement à ce que l'on rabâche, l'État-nation est le produit de la globalisation depuis le 19e siècle. L'État-nation est le produit de la globalisation capitaliste depuis le 19e siècle. Et on ne s'en tirera pas par une espèce de jeu à somme nulle entre par exemple une Europe fédérale ou souverainisme. C'est beaucoup plus compliqué que cela et cette contradiction, il faut l'assumer, il faut la regarder en face si l'on veut sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Comme chaque semaine désormais, vos retours se projettent dans l'actualité de la semaine à venir. Une semaine encore et toujours marquée par la crise de la zone euro. Comment sortir l'Europe du diktat des marchés? Comment réinventer un idéal européen? Lundi, la droite devrait emporter les élections législatives en Espagne et accentuer la politique de rigueur des socialistes. Car une chose est sûre, l'alternance ne débouchera pas sur une autre alternative. Quant à l'Italie, l'équipe de Dottori, convoquée à son chevet par le super Premier ministre Mario Monti, qui a promis la rigueur, la croissance et l'équité, parviendra-t-elle à rassurer les marchés et à ramener la confiance des Italiens? Et le Portugal devrait être paralysé dès jeudi par une grève générale pour protester contre les nouvelles mesures d'austérité prises par le Premier ministre portugais. Mais il n'y a pas qu'en Europe que l'actualité s'annonce mouvementée. Comment Damas réagira à l'ultimatum lancé par la Ligue arabe? Que donneront vendredi les élections législatives anticipées
l'UMP au Maroc, guetté par le spectre du boycott et marqué par une possible poussée dans les urnes du Parti de la justice et du développement. Avec un enjeu de taille, la désignation du Premier ministre par le roi dans les rangs du parti arrivant en tête des élections. Et dimanche prochain, en Égypte, se clôt la campagne pour les élections législatives, une campagne marquée par l'inquiétude, les violences communautaires et la perplexité de la rue qui s'interroge sur la complexité du scrutin. Mais cap ce soir en France, dans le sein des seins de l'UMP. Rasséréné par les palinodies autour de l'accord entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts et par la légère remontée dans les sondages de la cote de popularité de Nicolas Sarkozy, l'UMP entre en campagne avec la volonté d'en découdre, de dénoncer le laxisme sidérant de François Hollande. Aux zizanies de la gauche, il s'agit d'opposer l'image d'une famille rassemblée qui travaille d'arrache-pied à son programme. Mardi dernier, le comité de pilotage a préparé sous la houlette de Jean-François Copé et Bruno Le Maire les trois prochaines conventions du parti, dont la première se tiendra le 22 à Lambersart dans le Nord sur le thème du courage. Nicolas Sarkozy veut donner l'image d'un président au travail. C'est donc en coulisses que 2012 se prépare, avec une réunion par jour, ou presque. Le lundi, par exemple, se retrouvent les proches collaborateurs du président et les équipes de l'UMP pour travailler la logistique de la future campagne. On parle tract, affiches ou meeting. Le mardi, c'est le petit déjeuner de la majorité, un comité stratégique auquel participent François Fillon, Jean-François Copé, des ministres, mais aussi Jean-Pierre Raffarin. On y parle politique et communication, message, image. Le mercredi, c'est Brice Hortefeux qui est à la manœuvre, avec sa cellule riposte, un groupe de coordination fait de jeunes députés et d'anciens ministres, pour organiser cette fois la contre-attaque face aux socialistes. Le jeudi, enfin, place à la société civile, réunion entre grands patrons et personnalités soucieuses d'aider à la réélection du président Sarkozy. Bonsoir Patrick Jarreau. Bonsoir. Un comité de pilotage, 3 conventions de synthèse destinées à construire le programme de l'UMP. L'UMP n'a pas encore de candidat officiel, mais est déjà parti en campagne. Il travaille, oui, d'arrache-pied sur notamment la mise au point de ce programme. Donc, première convention de synthèse mardi à Lambersart, donc dans la ville d'un des secrétaires généraux adjoints de l'UMP, Marc-Philippe Dorel, donc lui il vient du centre, c'est la composante centriste de l'UMP qui est mise à l'honneur après avoir vu pas mal ces derniers temps la droite populaire, donc à l'autre extrême du spectre UMP, se mettre en vedette. Donc cette première convention, elle portera sur le projet économique et social. Donc évidemment, à la date où nous sommes, et comme vous le dites, le candidat de l'UMP n'étant pas officiellement déclaré, on est encore très loin du moment où ce candidat, Nicolas Sarkozy, précisera ses options. Mais évidemment, mettre en scène ses choix économiques et sociaux face au candidat socialiste, c'est une manière pour l'UMP d'essayer de gêner ce candidat, de le harceler sur des positions qui, dans le contexte de crise de l'euro, peuvent apparaître comme aventureuses. Ouais, alors le thème retenu est celui du courage. On peut se demander vraiment ce qui se cache sous ce thème du courage. Est-ce qu'il s'agit de remettre, par exemple, en cause les 35 heures, alors que Jean-François Copé ne cesse de répéter que le coût de la réduction du travail ne sera pas tenable durablement? Alors c'est évident, ça fait partie des sujets qui seront au centre de cette première ébauche de programme et de cette convention. On sait que la droite au pouvoir a fait le choix depuis 2007 de contourner les 35 heures, notamment en défiscalisant les heures supplémentaires, mais de ne pas remettre en question la loi fixant la durée légale du travail à 35 heures. Donc il y a toute une partie de la majorité, on peut même dire toute la majorité actuelle, qui souhaite évidemment changer de braquet sur ce sujet, attaquer les 35 heures frontalement, y compris, et peut-être d'abord, dans l'idée que le coût, les 35 heures ont un coût, puisque les dispositions qui avaient été mises en place par le gouvernement Jospin, donc en 2000, prévoyaient une compensation des
des baisses de charges accordées aux employeurs en échange de cette réduction de la durée du travail. Alors cette compensation, elle représente un coût qui est évalué entre 15 et 20 milliards. Donc dans un contexte d'économie, eh bien évidemment, les adversaires des 35 heures ont là un argument supplémentaire pour dire qu'il faut en finir avec cette loi qui prive la France de la force de travail dont elle a besoin et qui en plus coûte très cher à l'État. Mais au fond, Patrick Jarraud, quel est le véritable enjeu de ces conventions? On sait il y en a 3 en tout, l'autre portera au mois de novembre aussi sur le rassemblement, puis une autre au mois de décembre sur la France dans l'Europe et dans le monde. On sait aussi que Bruno Le Maire a déjà déclaré que Nicolas Sarkozy restera totalement libre par les propositions qui vont être faites par ces conventions. On se demande quel est leur objectif, au fond. C'est pour ça que je vous disais, on est dans la campagne, donc ces conventions sont autant d'épisodes de la campagne menée par l'UMP et dans une logique qui est au fond celle que Nicolas Sarkozy a retenue pour sa propre campagne à lui, c'est-à-dire une logique de challenger. Il s'agit de considérer que le rapport des forces actuel, confirmé dans les sondages, est favorable à la gauche, favorable à François Hollande, et donc il s'agit de combattre le programme de la gauche, alors même d'ailleurs que ce programme lui-même est en cours d'élaboration. Il y a le projet socialiste qui a été adopté en mai, mais le programme du candidat lui-même n'est pas encore défini. Mais en tout cas, sur la base du projet socialiste et des déclarations qu'ont pu faire les uns et les autres, et y compris François Hollande lui-même, eh bien, la droite se met en position de dire, regardez, voilà ce qui nous menace, voilà ce qu'on nous promet, et donc de s'opposer à des mesures considérées comme dispendieuses ou irréalistes dans le contexte actuel. Et naturellement, on sait bien que le président, lorsqu'il sera officiellement candidat, fera ses propres choix. Il ne s'en cache pas auprès de ses interlocuteurs. Mais ça avait déjà été le cas en 2007. Et finalement, le programme qui avait été préparé par l'UMP en 2007 sous la houlette de François Fillon, c'est quand même à 80 ou 90% celui qui a été mis en œuvre après les élections législatives de 2007 par la nouvelle majorité parlementaire. Donc dans l'hypothèse où cette majorité serait reconduite, eh bien c'est quand même pour une bonne part le programme de l'UMP qui serait à l'ordre du jour. Merci Patrick Jarraud. Je rappelle que vous êtes chef du service politique au journal Le Monde. On restera bien sûr attentif à la constitution de ce programme de l'UMP et également à la possibilité qu'il reste uni face à la gauche. يا نازل السوق يا تاخد من المليح يا بلد وتحط عينك يا ابن بلدي على شيء يعجبك يا بلد انسان انتخابات زمان المجلس مشتكي التصويت يا جدعان محتاج لي مفهومية إنسان انتخابات زمان المجلس مشتكي التصويت يا جدعان محتاج لي مفهومية وما تديش الأمان سيبك من الإكرامية من بعض ضمير وخان معنى الديمقراطية وما تديش الأمان. On se quitte sur une chanson d'Ahmed Adawiya, qui est un chanteur égyptien très populaire, qui provoque l'enthousiasme général avec un tube engagé en Égypte, qui dit « Oublie les élections d'avant, le Parlement n'est plus privé, pour voter il faut comprendre, ne fais pas confiance à n'importe qui, si tu vends ta conscience, tu trompes la démocratie ». Merci à toutes et à tous d'avoir écouté les retours du dimanche. Merci à Tariq Ramadan et à Jean-François Bayard de nous avoir accompagnés et éclairés sur les révolutions arabes. Vous pouvez vous reporter aux ouvrages de nos invités. Tariq Ramadan, vous avez publié L'Islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet en 2011 et Jean-François Bayard, L'Islam républicain aux éditions Albin Michel en 2010.
C'était une émission France Culture Le Monde, produite par Agnès Chauveau et Nicolas Truong. Un grand merci à l'équipe, à la réalisation Vincent Abouchard, collaboratrice spécialisée qui a préparé cette émission Avril Ventura, et à la technique Vincent René. Merci aussi à Claude Guibal, à Bruno Caded et à Claire Talon pour leur aide précieuse. Restez à l'écoute. Après le journal, à 18h10, Radio France Politique reçoit ce soir Claude Guéant. على شيء